Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans cette vidéo, je vous propose cette fois-ci de voir MongoDB sous un autre aspect, c'est-à-dire que maintenant on va essayer d'accéder à une base de données MongoDB au travers d'un langage de programmation, et vous commencez à me connaître, j'adore expliquer avec Python, puisque je trouve que c'est un langage qui est assez clair pour expliquer les choses. Donc on va utiliser aujourd'hui MongoDB à travers Python, et voir un petit peu comment les deux, finalement, se débrouillent l'un avec l'autre. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir en fait que tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant en MongoDB, au niveau syntaxique, eh bien on va pouvoir le réutiliser exactement de la même façon dans un langage de programmation. Le module qui permet d'accéder à MongoDB à travers Python a été développé justement par les équipes de MongoDB, et c'est ce qui fait en fait que la syntaxe est très proche de ce que nous avons vu en shell lorsque nous avons utilisé les bases de données MongoDB. Donc on va essayer de s'attaquer à voir quels sont les éléments qui nous sont nécessaires pour mettre en place la connexion entre MongoDB et Python. Et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut modifier des éléments dans la base de données, comment est-ce qu'on peut récupérer des données et sous quelle forme on va les récupérer pour pouvoir les traiter. Donc on va débuter directement avec l'installation des outils qu'il nous faut pour pouvoir utiliser MongoDB avec Python. Alors, MongoDB avec Python, on va voir que MongoDB possède un driver natif pour fonctionner avec Python, qui s'appelle PyMongo, et PyMongo est en fait développé par l'équipe qui s'occupe de MongoDB. Donc comme tous les modules Python, vous allez pouvoir vous retrouver sur le site pypi.org, vous allez pouvoir retrouver, donc c'est le Python packet, je sais plus, interface, quelque chose comme ça, je sais plus ce que veut dire le i. Enfin, vous allez retrouver tout le référentiel des paquets disponibles pour Python. Et là, vous pouvez chercher PyMongo, et vous allez voir la dernière version, il va vous donner comment est-ce qu'on l'installe, il va vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, vous allez voir que la documentation se trouve sur le site de MongoDB, et les auteurs, c'est les MongoDB Python Team. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a une telle proximité entre l'utilisation de MongoDB, de manière native, je dirais, et l'utilisation de MongoDB à travers le langage de programmation Python. Donc là, vous allez avoir quelques informations sur l'installation, que je vais reprendre naturellement dans la vidéo. Alors, comment on va installer PyMongo? Et bien, le plus simple, en fait, c'est de passer par le gestionnaire de paquets de Python, et tout cela, en fait, se fait, vous prenez une invite de commande shell, tout simplement, et vous tapez python-m pip install et PyMongo. Voilà. Donc va se lancer, alors moi je l'ai déjà installé, donc il me dit simplement que effectivement tout est déjà en place. Vous, si jamais vous ne l'avez pas installé chez vous, vous pourrez l'installer de cette façon. Ok, donc maintenant PyMongo est en place, donc j'ai téléchargé ma librairie et je vais maintenant pouvoir m'en servir dans mes programmes Python. Alors comment je vais l'importer? Tout simplement, je vais ouvrir un éditeur, donc là je vais ouvrir mon Visual Studio Code, voilà, et je vais donc maintenant, directement, je vais pouvoir importer PyMongo. Dans PyMongo, je vais importer quoi? Je vais importer le client MongoDB qui s'appelle Mongo Client. Voilà. Donc ça, c'est la base. Si jamais maintenant j'essaye d'interpréter mon programme Python que j'ai appelé mongo.py, voilà, j'ai pas d'erreur, ce qui semble indiquer que la librairie s'est bien installée et qu'elle a bien été trouvée par Python. Ok. Donc l'installation de ma librairie s'est bien faite. Maintenant, on va essayer de voir ce que l'on peut faire avec cette librairie et comment je peux accéder à ma base Python. Bon, alors comme dans toutes les bases de données, en fait, on va s'apercevoir que la première chose à faire, c'est de créer une connexion entre votre programme et votre base de données. Et donc, là, MongoDB n'échappe pas à la règle, on va utiliser la fonction MongoClient, à laquelle on va donner des paramètres pour dire en fait où se trouve la base de données. Alors dans cet exemple de vidéo, je vais prendre une base en fait que j'avais en local, qu'on a utilisée pour les formations Python, la base de données personne, et on va essayer de mettre on va essayer de jouer avec pour mettre des informations à l'intérieur. Donc si je lance Compass, en fait, on s'aperçoit que dans MongoDB, ici, je vais simplement avoir deux informations.
je vais avoir une chaîne qui va me dire que je suis en local, localhost, et je suis sur le port 27017. Donc ça, c'est ce qui me permet de me connecter à ma base de données, à ma connexion MongoDB. Donc si jamais vous êtes, par exemple, votre base est hébergée chez Atlas, et bien justement, là, il faudra remplacer la chaîne localhost par l'adresse, l'URL de la base de données telle que Atlas vous la fournira. Donc moi, je vais me connecter d'un côté par Compass, et on va comme ça nous permettra de vérifier que les différences, les modifications que je vais faire se répercutent bien sur les collections dont je m'occupe. Bon. Alors, à partir maintenant du client, ce qu'il faut que je fasse, c'est effectivement que je crée ma chaîne de connexion, c'est-à-dire que je vais créer mon client, et mon client va reprendre ma chaîne de connexion, donc va reprendre le Mongo client, et il va prendre en paramètre deux informations qui sont le host, c'est-à-dire l'URL ou la machine sur laquelle je me trouve. Là, je suis en local, donc je vais lui donner localhost, qui est l'ordinateur sur lequel je travaille, et je vais lui donner le port 27017, même si, à mon avis, je ne suis pas obligé de fournir ces informations, parce que ça doit être des informations par défaut. Bon, on va quand même les mettre en place, comme ça, on voit déjà qu'est-ce qu'il va y avoir à modifier pour pouvoir se connecter à une base de données qui serait ailleurs. Ok, donc je me connecte, voilà, et donc maintenant je vais essayer de me connecter à une base qu'il y a sur ma base de données. Alors qu'est-ce que j'ai comme base? Si je reprends Compass, on voit que quand je me suis connecté, je m'étais créé une base de test à l'époque sur laquelle j'avais mis les différentes collections que j'avais utilisées pour les vidéos qui sont déjà passées, pour les vidéos qui sont déjà en ligne. Bon, bah, je vais essayer de me connecter à ma base de test. Donc j'ai dans ma base de données, une base de données qui s'appelle test. Ok, donc je vais essayer de me connecter dessus. Comment je vais faire ça? Bah, tout simplement, je vais utiliser de dire que je vais déclarer une base de données. Et cette base de données, c'est quoi? Eh bien, je vais me baser sur la connexion que j'ai ouverte avec client. Et dans la connexion que j'ai ouverte avec client, je vais récupérer ma base test. Telle qu'elle s'appelle, elle s'appelle test. C'est la base de données que j'ai créée en MongoDB. Ok, voilà, donc on en est là. J'ai créé le lien avec ma base de données, je vais créer une variable db qui contient en fait ma base de données. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je l'ai appelé db, parce qu'en fait, en l'appelant db, on va se rapprocher énormément de la syntaxe qu'on a utilisée jusqu'à présent en MongoDB. Donc, comme dans la majorité des systèmes de gestion de base de données, si jamais la base test existe, eh bien, je fais une connexion vers la base de test, et si la base de test n'existe pas, eh bien, elle est créée automatiquement. Enfin, comme d'habitude, on va garder toujours des bonnes habitudes de programmation. Une fois que le programme se termine, on va mettre fin à la connexion pour ne pas laisser une connexion vacante à la fin du programme. On va être sûr de bien ranger tout ce que l'on a mis en place, donc c'est-à-dire que la connexion client que j'ai mis en place au début de mon programme, qui va faire le lien avec ma base de données locale, je n'oublie pas de la terminer à la fin du programme. Et j'arrive maintenant avec un client close. Et donc je vais écrire mes instructions ici, entre le moment où j'ai créé la connexion avec ma base de données et le moment où je referme ma connexion. Ok. Bon, là on a déjà mis le cadre, pour l'instant on ne fait pas encore grand chose, mais on va voir maintenant pour ajouter des instructions. Alors maintenant, on va voir qu'il est possible d'accéder directement à la base de données. On va accéder à la base de données directement dans Python. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, pour la première application, pour voir si les échanges fonctionnent, je vous propose en fait de créer un nouveau document dans la table personne, dans la collection personne, pardon. Alors comment est-ce qu'on va faire pour créer ce nouveau document? En fait, on va s'apercevoir qu'il y a une structure de données en Python qui ressemble énormément à un document JSON, c'est la structure dictionnaire. Vous voyez que dans la structure dictionnaire, on a effectivement à chaque fois le nom du champ et on a la valeur du champ. Ce qui fait que si on met en place un dictionnaire, on va rapidement se retrouver dans quelque chose qui ressemble à un format JSON. Alors je vous propose de monter notre dictionnaire et donc de créer une nouvelle personne que je vais appeler P. Et comme c'est un dictionnaire, eh bien, je vais me retrouver avec une accolade ouvrante, accolade fermante. Donc ça, c'est la marque d'un dictionnaire en Python. Je vous rappelle que si je mettais crochet ouvrant, crochet fermant, je serais dans le cas d'un tableau. Donc là, je vais utiliser le cas d'un dictionnaire. Alors pour voir un peu les champs que j'ai dans ma table personne,
je vais juste prendre ma table de personnes et je vais regarder un petit peu ce que j'ai. J'ai un first name, j'ai un last name et j'ai un âge. Je vais prendre ces champs-là, ces 3 champs-là, pour pas que ça prenne trop de temps. First name, last name et âge. Donc je vais déclarer en fait un first name pour une personne. Je vais l'appeler, je sais pas, John, voilà. Deuxième, j'ai un last name. Donc là, je vais mettre Do. Et enfin, j'ai un âge que je vais mettre à 7. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai créé en fait un dictionnaire, mais qui a une structure qui ressemble énormément à un document JSON, puisque en JSON, j'ai à chaque fois la valeur et j'ai le champ auquel correspond la valeur. Donc on est sur quelque chose de très très proche. Et ce dictionnaire, en fait, je vais pouvoir m'en servir comme de données pour l'insertion. Donc là, en fait, mon dictionnaire contient un document. Et ce document, j'ai plus qu'à l'insérer, en fait. Donc on va voir comment tout ça se fait. Donc j'ai créé mon document, voilà. Et maintenant que j'ai mon document, il ne me reste plus qu'à insérer ce document à l'aide d'une fonction insert one, qu'on avait vu, qui reprend, en fait, comme vous le voyez dans la description, exactement la syntaxe de tout ce qu'on a vu en MongoDB. Je vous rappelle que DB, c'est la variable qui représente notre base de données, qu'on a déclarée un peu plus haut. DB doit contenir normalement une collection personne, et dans personne, je vais faire un insert one, et le paramètre d'insert one va être P, la structure dictionnaire que je viens de créer. Et ce dictionnaire va être interprété comme un document par MongoDB, et donc inséré dans la base de données. Enfin, l'insertion va me retourner result, qui va en fait me permettre de savoir si tout s'est bien passé au niveau de l'insertion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon document ici, et ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement dire je vais créer une variable result qui va contenir le résultat de ma requête, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais prendre ma base de données, donc variable que j'ai pris ici, ma base de données c'est client test, et dans client test, il doit y avoir une collection qui s'appelle personne, qu'on avait mis en place, et donc la collection de personnes, on va faire un insert one, et dans insert one, on va mettre P, P étant en fait le document que j'ai déclaré juste ici. Et pour être absolument propre, on va faire un print de result, on va imprimer, on va afficher à l'écran en fait le résultat qui est retourné par l'insertion. Voilà. Donc je vais lancer mon programme avec Python, voilà. Et vous voyez qu'il me dit que pmongo result, insert one result, et donc il a fait correctement, il a fait un insert one, et tout s'est bien passé. Alors comment je peux vérifier que tout s'est bien passé? Eh bien en fait je vais simplement prendre Compass, et je vais essayer de voir si je peux trouver un document où l'âge est à 7. Voilà. Et vous voyez que j'ai récupéré first name John, last name Doe, âge 7. Donc le document a bien été inséré dans la collection. Donc par rapport au SQL, cette fois-ci, j'ai pas fait de commit, parce qu'effectivement MongoDB n'est pas à base de transactions. Donc j'ai pas à faire de commit, j'ai pas à faire de rollback. En fait, à chaque fois que je fais une commande, elle est automatiquement interprétée et son résultat est définitif. Donc cette fois-ci, je suis pas dans un système transactionnel. Ok, donc on a inséré une nouvelle valeur dans la base de données, et on a vu en fait que la syntaxe est vraiment très proche de ce que l'on a fait en Shell et en MongoDB. Et ça, c'est franchement un sacré avantage de MongoDB, c'est que vous n'avez pas à connaître, à apprendre d'un côté la syntaxe pour vous servir du Shell, et de l'autre côté la syntaxe pour vous en servir dans un langage de programmation. Vous voyez en fait que la syntaxe est exactement la même. Et donc tout ce qu'on a appris pour l'instant sur MongoDB est toujours encore valable quand vous utilisez MongoDB au travers de Python. Et ça, je pense que cette vidéo ne va pas arrêter de vous le rappeler, et vous allez voir que vous allez retrouver des structures que l'on a déjà vues. Donc la variable result contient le résultat de l'insertion, ça on l'a vu. Et maintenant, si jamais on voulait faire le chemin dans l'autre sens, donc on a vu que l'on pouvait modifier les documents d'une collection, voyons maintenant si on peut récupérer tout ce que contient une collection. Alors, ma collection personne, je l'avais remplie dans les autres vidéos. J'avais utilisé Mookaro pour me faire des données de test, je les avais insérées dans personne, et je vais maintenant récupérer les informations qui se trouvent dans la collection personne. Et donc, vous voyez que je retrouve la syntaxe db.person.find.
La question qu'on se pose toujours quand on arrive sur un langage de programmation, c'est que, ok, je vais faire un find, mais où vont se retrouver les données qui vont être retournées par le find? Quand on regarde l'écriture, en fait, il n'y a pas 36 solutions, c'est que les données vont se retrouver dans result, qui cette fois-ci va être un curseur qui va contenir les différentes données. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire notre find et comment est-ce qu'on peut parcourir notre result. Et qu'est-ce que c'est result? Alors, je vais prendre ici, donc je vais mettre de côté pour l'instant, je vais supprimer tout ce qui a été inséré, ça j'en ai plus besoin. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est, en fait, je vais déclarer une variable result qui va contenir le résultat de db. Donc je suis sur ma base de données, je vais sur ma collection personne, et je fais un find de tout ce que je peux trouver dans la table personne, donc un find de tous les enregistrements. Et ce que je vais imprimer le type de result. Voir ce que c'est. Qu'est-ce que je suis en train de manipuler là? Et là, vous voyez que la classe de result, en fait, c'est un objet qui est un pmongo cursor. Ok. Alors, pmongo cursor, c'est un objet qui est itérable. Alors, je veux dire par là que je peux le parcourir avec une boucle. Donc, je peux déclarer pour chaque élément dans result, je vais imprimer cet élément. Donc, je vais parcourir les résultats et je vais imprimer chacun des résultats. Voilà, et vous voyez en fait que chacun des résultats, donc chaque objet, chaque élément du curseur, est en fait un dictionnaire, comme un dictionnaire que j'avais monté tout à l'heure pour insérer un nouveau document, et donc je récupère au format dictionnaire l'intégralité des données. Et donc dans ce dictionnaire, comme c'est un dictionnaire, et bien par exemple, vous voyez que dans ce dictionnaire, je pourrais récupérer les first name, les last name. Si maintenant je voulais récupérer que les mails de chacun, et bien tout simplement, je pourrais utiliser ce dictionnaire en disant ce que je veux récupérer, c'est avant tout le champ email de chacune des lignes que je récupère. Et là, si je relance, vous voyez que j'ai récupéré l'email. Alors, j'ai une erreur. Pourquoi? J'ai une erreur parce qu'en fait, tout simplement, il y a des lignes qui ne contiennent pas d'email. Et j'ai donc un enregistrement qui ne contient pas d'email, et donc le dictionnaire, lui, ne contient pas le champ email. Donc si jamais vous voulez faire ce genre de choses, il faudra peut-être essayer de voir d'abord si le champ existe. Et si le champ n'existe pas, peut-être qu'il faudra modifier le critère du find pour n'avoir que les champs qui existent. Sinon, vous risquez fort d'avoir une erreur. Si je prends maintenant le last name, ça c'est une information où je suis sûr que tout le monde l'a. Là, vous voyez, j'ai pas d'erreur. Tout simplement, j'ai les noms de famille de tout le monde. Ok, donc là, il faut faire attention. J'ai un dictionnaire, mais attention, si vous allez piocher une information dans un dictionnaire et que cette information n'existe pas, vous allez récupérer une erreur. Ok, donc on a fait le find, on a parcouru le résultat du find avec un tableau, et on a vu qu'on pouvait récupérer chaque champ par son libellé, puisque ce que nous retourne finalement MongoDB, c'est un dictionnaire. Ok. Donc vous l'avez compris, en fait, on va pas reprendre le cours entier de MongoDB. En fait, vous avez vu que la syntaxe, elle peut être utilisée exactement comme on l'a utilisé jusqu'à présent. Et donc, en fait, si jamais je voulais avoir un critère de sélection dans le find, en fait, il me suffirait de modifier mon find pour que ça marche. C'est-à-dire que je vais utiliser exactement les critères tels que je les ai écrits jusqu'à présent. Donc je vais reprendre le E pour écrire toutes les lignes. Et dans Find, je vais essayer de trouver la liste des personnes qui ont... Alors je vais être sûr qu'il y en a au moins une. Je vais prendre la liste des gens qui ont 43 ans. Alors comment je fais pour avoir la liste des gens qui ont 43 ans? Eh bien tout simplement, je vais mettre un dictionnaire dans lequel je vais dire que je veux que l'âge soit de 43 ans. Et vous voyez que vous retombez sur la syntaxe que l'on avait mis à jour avec MongoDB. Donc, si je lance maintenant mon script, je sauvegarde, je lance mon script, je récupère effectivement, vous voyez, que les gens qui ont 43 ans. Donc les critères de find, tout ce qu'on a vu, les critères logiques, les ou, les et, les non, tout ça continue de fonctionner exactement avec la même syntaxe en Python. Donc vous pouvez essayer tout ce qu'on a vu, ça fonctionnera comme on peut le voir ici avec la fonction find. On peut voir aussi que les opérations sur les curseurs vont marcher.
c'est-à-dire qu'on avait vu les count, les sort, les limit, les skip. Par exemple, si jamais je reprends ici mon document, que je veux là j'ai récupéré la liste des personnes de 43 ans, si je veux juste savoir combien il y en a, on avait vu que je peux faire simplement une opération sur le curseur qui va faire un count. Alors attention, cette fois-ci, le count va me donner une valeur, donc cette fois-ci, je vais plus pouvoir boucler dessus, je vais simplement écrire mon résultat, c'est-à-dire que je vais simplement faire un print du résultat, et donc récupérer la valeur. C'est donc j'ai juste récupéré la documentation en fait du curseur, et effectivement la fonction count n'existe plus dans le curseur, donc elle existait à une époque, elle n'existe plus. Donc effectivement dans PyMongo on peut se renseigner sur le curseur pour voir quelles sont les fonctions qui existent toujours. Donc il y a effectivement les fonctions limites qui permettent de récupérer qu'une partie. Il y a les fonctions skip qui permettent de virer les premières lignes. Et il y a la fonction normalement aussi sort qui permet de naturellement trier les enregistrements. Donc je vous propose justement de vérifier une de ces fonctions-là, si tout marche bien. Donc à la place du count, désolé, visiblement cette fonction count ne marche plus. Et donc ce qu'on va essayer de faire tout simplement, c'est de dire voilà, je vais mettre une limite, je vais récupérer que les 5 premiers enregistrements. Je vais récupérer que les 5 premiers enregistrements et je vais les afficher. Donc avec ma fonction limite. Voilà. Et donc si je lance cette fois-ci, j'ai bien récupéré uniquement les 5 premiers enregistrements. Alors ça ne va pas très bien. Mais j'ai que 5 premiers enregistrements. Donc effectivement, la plupart des fonctions existent. Comme on les a vues, les fonctions sur les curseurs. Je ne sais pas pourquoi la fonction count existait à une certaine époque, n'existe plus maintenant. Donc vous avez les limites, les skips. On peut aussi faire un sort. On peut faire un sort, et je vous rappelle la syntaxe du sort. En fait, on récupère simplement le champ par rapport auquel on veut trier. Donc là, on pourrait trier simplement par peut-être first name. On pourrait trier par first name, et on donne toujours le sens du tri. Donc là, on est sur un first name croissant. Et donc PyMongo sort marche un petit peu de façon différente, par contre, par rapport à la syntaxe. On va juste spécifier le nom. On va juste spécifier le nom finalement du champ sur lequel on veut trier, et on va dire qu'on veut se retrouver en ascending. Ouais, là j'ai encore une... en trop. PyMongo est pas défini. Voilà, cette fois-ci, donc, PyMongo, je l'ai importé, et donc je récupère bien par first name. Donc vous voyez que first name, là je suis sur la fin, donc j'ai Zeke, Z, Zachary, Yurik, Yeti. Donc cette fois-ci, je suis bien arrivé à trier. Donc en fait, les fonctions sont bien réutilisables par curseur. Alors là, je me suis fait avoir sur la syntaxe, je voulais réutiliser la syntaxe qu'on avait vue en MongoDB, donc il faut faire attention, certaines des fonctions de PyMongo ont quand même été réécrites, et la syntaxe varie un petit peu par rapport à ce qu'on s'attendait à voir en MongoDB. Donc voilà, les sorts, les limites, les skips, on les a. On peut naturellement utiliser aussi les agrégations en déclarant un pipeline qui est de nouveau un dictionnaire. Donc si je veux déclarer un pipeline pour ma recherche, ce que je peux faire tout simplement, c'est de dire que je vais déclarer juste en fait un pipeline, donc une variable de type tableau, où chacun des éléments sera un critère de tri. Alors lors d'un exercice, on avait essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait grouper par les voitures conduites par les différents utilisateurs. Et on va essayer de refaire cet exemple-là. Je vais grouper, donc j'utilise la fonction groupe, et la fonction groupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grouper sur, je vais définir quel est l'identifiant, donc quel est le champ sur lequel je veux grouper. Le champ sur lequel je veux grouper, ça va être la voiture, donc $car dans mon... C'est le $car, c'est la marque de voiture dans mon document. Okay. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux grouper, je veux compter,
je vais avoir le count, et je veux donc tout simplement faire la somme de 1, c'est-à-dire que j'ajoute artificiellement 1 à chaque ligne et je fais la somme des 1 pour savoir en fait combien d'utilisateurs conduisent chaque voiture. Et à partir du moment où j'ai ça, donc mon pipe qui est en place, eh bien je peux utiliser de nouveau la fonction d'agrégation. Donc c'est-à-dire que je vais de nouveau me baser sur la collection personne et je vais faire un aggregate et en paramètre de cette agrégation, je vais utiliser pipe, donc le tableau de dictionnaire que j'ai défini ici. Et donc quand je vais lancer mon programme, je vais avoir en fait une agrégation qui a été faite par modèle de voiture conduit, et à chaque fois j'ai le nombre de personnes qui conduisent ce type de voiture. Ok, maintenant que j'ai mis mon pipe en place, eh bien si jamais je voulais mettre un autre critère en place dans l'agrégation, il me suffirait de modifier mon pipe, donc je mets une virgule parce que je vais dire que je veux un nouveau critère, et cette fois-ci, en plus de grouper, je voudrais trier pour avoir en tête les modèles qui sont les marques de voitures qui sont le plus conduites. Donc je vais faire un sort. Je vais faire un sort par rapport à quoi? Je vais faire un sort par rapport au champ count que je calcule juste ici. Et je vais faire un count en ascendant. Donc de 1. J'ai donc rajouté un deuxième critère à mon pipe. Et donc il me suffit de relancer mon programme. Et cette fois-ci, vous voyez que les voitures ont été triées par nombre de conducteurs. 26, 27, 27, 27, 37, 37, 42, ça monte, et jusqu'à 99 conducteurs pour les Ford. Voilà, donc j'ai la possibilité de déclarer encore une fois un pipe directement avec une structure Python, c'est-à-dire que c'est un tableau de dictionnaire. Et ce tableau de dictionnaire, je le passe en paramètre de la fonction aggregate. Ok. Sinon, alors on va pas passer trop de temps dessus, mais vous avez naturellement la possibilité de faire des update one, update many pour mettre à jour des données, mais ça marche exactement comme dans le shell Python. On peut utiliser les fonctions delete many et delete one, exactement aussi comme en Python, et naturellement on voit bien que la syntaxe de Python elle est très proche du shell. Alors je me suis fait avoir dans la vidéo, hein, donc c'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'on est tellement proche que c'est tout le temps vrai. On va voir que le curseur tel qu'il est défini dans le shell MongoDB est un objet un petit peu différent du curseur qui est défini dans PyMongo. Donc si jamais vous avez une erreur lorsque vous exécutez votre code Python, n'hésitez pas à vous retourner vers la documentation pour voir si vous avez bien le droit de le faire et si les paramètres sont bien les bons. Je me suis fait avoir avec la fonction count qui n'existe pas sur le curseur de PyMongo, et vous avez vu aussi que dans le sort, en fait, la définition des paramètres n'est pas exactement la même que ce que j'aurais pu retrouver dans le shell MongoDB. Mais mis à part ces petites différences-là, auxquelles il faut faire attention, vous avez vu que la syntaxe est quand même assez proche. Donc une petite vidéo qui fait cette fois-ci le lien entre un langage de programmation, Python, j'ai donc choisi Python, et MongoDB. Et on voit que finalement, même si MongoDB n'appartient pas au monde SQL, en fait, il y a énormément de choses que vous allez retrouver en commun avec la base de données. Vous allez devoir utiliser un driver en termes de bibliothèque, et puis vous allez vous appuyer sur ce driver pour ouvrir une connexion, pour accéder à votre base de données, et à partir du moment où vous êtes sur cette base de données, vous avez le droit d'utiliser un curseur qui va vous permettre de mettre à jour les données, d'insérer des données, de supprimer des données, ou alors de pouvoir les récupérer. Quand vous récupérez des données, vous les récupérez dans la variable résultat, qui est en retour de votre interrogation, et cette variable est de type curseur. Curseur est un objet de type itérable qui vous permet donc de le soumettre à une boucle pour en tirer tous les éléments, et chaque élément qui est retourné dans ce curseur est en fait un élément de type dictionnaire qui vous permet d'accéder à partir de chacun des éléments en fonction du nom du champ. Il y a des petites restrictions à voir, comme par exemple que si le champ n'existe pas, il y a peut-être un moment dans le filtrage, il faut faire en sorte de vérifier de n'avoir que les documents où le champ a bien été valorisé. Tout ça, ça se fait avec l'instruction exists que l'on avait présenté en MongoDB, donc tout ça, en fait, il faut juste y penser, ça ne posera pas vraiment de problème. Donc là, on a bouclé ce que je voulais présenter en MongoDB, on a fait un bon tour de la base de données, on a vu la majorité des instructions que l'on pouvait voir dans la partie shell, et maintenant on a bouclé la boucle puisqu'on a encore vu comment est-ce qu'on peut l'appeler directement avec un vrai langage de programmation, et comment est-ce qu'on peut échanger avec cette base de données à la fois en modification et aussi en lecture. Donc,
On va s'en tenir là pour le moment sur MongoDB. S'il n'y a pas de demande spécifique par rapport à un sujet bien particulier, je pense qu'on a fait assez le tour de cette notion-là. Bonne journée!